Bonjour à tous. Alors merci de participer à ce webinaire, autour de l'avancement du projet, France Agrimer Colo-Caveau, débuté en 2024, donc on est à peu près à mi-parcours et cet après-midi sera consacré, au suivi des comportements des veaux laitiers, notamment comment les mesurer et nous accorderons une partie du webinaire à la présentation des premiers résultats de l'essai, mené à l'automne-hiver 2024. Dans l'une des stations expérimentales partenaires du projet. Donc je me présente, Amandine Launay et Valérie Brocard. Nous sommes de l'Institut d'élevage et toutes les 2 co-animatrices, du projet Colo-Caveau et nous tâcherons, lors, de ce webinaire de répondre soit par, chat à vos questions ou en direct. Donc au programme, de cet après-midi, on a à peu près 1 heure et demie d'exposé. Dans un premier temps, je tâcherai de faire une brève présentation du projet et de ses objectifs. Puis, Domitil, Fauvé pardon, de la Chambre d'agriculture de Bretagne, vous expliquera comment mesurer, les comportements des veaux laitiers en station. Puis nous verrons un exemple de ces mesures, au sein de la ferme expérimentale des Trinotaires qui sera exposé par, Luthil Hoble. Nous prendrons ensuite, à ce stade quelques questions. Donc n'hésitez pas, comme l'a dit Annabelle, à, inscrire vos questions dans le chat et Valérie y répondra ou, fera, un résumé, aux intervenants pour qu'elles puissent, y répondre en direct. Et la seconde partie, du webinaire, sera les résultats de la première année des essais à la station, IEPL INRAE de Méjusaume, qui a porté sur l'effet du mode de distribution en élevage collectif. Hem Et l'étude, du coup, des impacts sur la croissance, le bien-être et la santé des veaux. Et ces travaux seront présentés, par, Florine Crépel, doctorante et en première année de thèse à l'INRAE de UMR Pégase. Enfin, je terminerai par, des brèves informations, complémentaires pour, vous indiquer où trouver de plus amples informations sur, le projet et nous finirons le webinaire par une phase de questions, donc en direct et nous essaierons de répondre au maximum, de questions et si le temps, nous manque et bien, nous reviendrons ultérieurement, vers vous et répondrons à vos questions grâce aux coordonnées que vous aurez pu renseigner, lors de l'inscription. Donc sans plus attendre, je vais passer à l'introduction. Donc, Colo-Caveau, c'est un projet France Agrimer Connaissance qui a débuté en 2024 et qui se termine, en juin 2027 et donc les objectifs du projet est de trouver des solutions opérationnelles pour accompagner les éleveurs qui souhaitent loger collectivement les veaux laitiers, précocement donc et avant le sevrage, en prenant en compte la diversité actuelle des systèmes d'élevage et en respectant le bien-être des animaux. Et donc, pour ce faire, le projet a pour ambition de créer et évaluer des itinéraires techniques innovants, pardon, de développer, des outils d'aide à la décision, pour accompagner les éleveurs, d'évaluer la faisabilité et l'acceptabilité des solutions, proposées par les différents acteurs de la filière et de mesurer ainsi les impacts sur, le coût d'aménagement, le travail et bien sûr, le comportement, des animaux. Et enfin, la dernière, action est de diffuser donc ces itinéraires validés, auprès des éleveurs et des conseillers, mais aussi des formations agricoles. Donc vous avez peut-être pu voir, dans précédemment dans la séance d'édition, une présentation des états des lieux du logement des veaux, donc avant sevrage en
l'objectif était de mesurer ainsi les modalités testées, notamment au niveau des performances zootechniques, de la santé, du coût d'aménagement, mais aussi du temps de travail et bien sûr, du comportement, des veaux. Donc pour la première année des projets on avait 4 fermes expérimentales partenaires, donc Trévarez dans le Finistère, la Blanche Maison, dans la Manche, l'INRAE IEPL donc dans l'Ille-et-Vilaine et les Trinotières pour, la Maine-et-Loire. Et donc 4 thématiques ont été testées, notamment l'enrichissement du milieu avec, des tétines non, nutritives, des modalités sur la distribution du lait, que ce soit sur la fréquence ou le mode de distribution et une troisième thématique qui a été le maintien du lien, entre les animaux, notamment, durant les phases de relatement. Donc maintenant je vais passer la parole à Domitille pour qu'elle nous explique comment mesurer le comportement du veau. Oui, bonjour à tous. Donc Domitille Fouvet, de la Chambre d'agriculture de Bretagne. Maintenant je vais vous parler un peu, des comportements du veau et de comment, de quelle manière est-ce qu'on peut, mesurer et évaluer les activités des veaux, logés en collectif. Pourquoi et comment est-ce qu'on évalue le comportement des veaux? Donc en fait, pendant longtemps, le bien-être animal, il était évalué, surtout par l'absence, de mal-être, donc l'absence d'animaux maigres, l'absence d'animaux blessés, comme c'est le cas dans certains diagnostics. Aujourd'hui, on est aussi capable d'évaluer, le bien-être des animaux à travers, notamment Heu, au même titre que les données zootechniques, les données comportementales, elles permettent d'évaluer la réponse des animaux à différentes modalités testées l'avantage qu'a le comportement, c'est que c'est directement impacté par les modalités testées et ça peut s'observer assez rapidement après la mise en place, de la pratique. Et aujourd'hui, il y a de la littérature scientifique, qui a été faite sur les comportements, des animaux et il y a certains comportements qui font déjà consensus en étant, des indicateurs, plutôt de bien-être des animaux ou au contraire comme étant plutôt, signe d'un bien-être dégradé. Heu et donc heu, c'est pour ça qu'on peut s'intéresser aux comportements, dans les essais. Aujourd'hui, quel comportement on peut regarder chez les veaux? Donc tout d'abord, on peut regarder, le repos, qui est plutôt le comportement majoritaire et qui a plutôt tendance, à diminuer avec l'âge des veaux. Heu Au profit, du coup, des comportements, nutritifs qui, eux, vont plutôt augmenter avec, l'âge des veaux. Notamment les comportements d'alimentation autour du foin, de la paille, des concentrés ou de l'herbe quand les veaux ont accès, au plein air. On peut regarder aussi les comportements de jeu, qu'ils soient seuls ou sociaux. Ce qu'on a appelé du coup les comportements de vigilance qui regroupent, les vocalisations et les comportements, d'observation de l'environnement par les veaux quand ils sont très attentifs, à un élément de l'environnement. On a aussi, tout ce qui est, interaction avec les enrichissements. Ici vous avez une photo, d'interaction avec des tétines non nutritives et avec, un seau, d'argile mis à disposition des veaux dans les cases. Les comportements de toilettage, donc là encore, qui est un comportement qui peut être seul ou social. Les comportements d'interaction avec l'environnement. Heu, Lorsqu'un veau, tète ou lèche les éléments de la case, les barrières ou les cornadis par exemple et les tétés croisés. Et donc aujourd'hui, ces comportements peuvent être mis en lien, avec, le bien-être des animaux. On a certains comportements comme les comportements nutritifs, le toilettage, les enrichissements ou encore le jeu qui font consensus, comme étant des comportements plutôt indicateurs de bien-être chez les animaux. Alors qu'à l'inverse, certains comportements sont plutôt recensés comme étant plutôt des indicateurs de bien-être dégradé ou des indicateurs de stress. C'est le cas des jeux de langue, des tétés croisés et des comportements de vigilance.
Et ensuite, on a des comportements un peu intermédiaires. C'est le cas notamment des comportements de repos qui peuvent être à la fois le repos est nécessaire au veau pour le bien-être des animaux, mais un repos trop important, un temps de repos trop important peut être indicateur d'un souci sanitaire, par exemple. Donc c'est un comportement qui est un peu entre les deux. Et c'est un peu la même chose pour les interactions avec l'environnement, qui sont assez peu documentées et qui peuvent être interprétés comme étant des comportements exploratoires du veau, qui est quelque chose que les veaux font surtout avec leur bouche, mais aussi des comportements, quand ils deviennent répétés, qui peuvent s'apparenter à des comportements stéréotypiques. Donc c'est aussi des comportements plus difficiles à interpréter. Donc, quelles mesures on utilise dans les études comportementales? Donc on peut utiliser 2 types de méthodes d'observation. Des observations en direct, comme sur la photo de droite, où un observateur fait les relevés de comportement au moment où ils arrivent en temps réel, et des observations indirectes, en utilisant des moyens d'observation a posteriori. Donc, comme vous l'avez sur la photo de gauche, où on utilise des enregistrements vidéo. Et on peut aussi du coup utiliser une méthode d'observation qui s'appelle la méthode de scan sampling, qui revient à relever à un intervalle de temps donné tous les comportements des animaux de la case. Donc dans le cadre de notre projet, le protocole concrètement qu'on a mis en place est commun à toutes les fermes, dans la mesure du possible. Donc on a mis en place des scan sampling toutes les 2 minutes sur 3 périodes d'observation. 1 heure avant et 1 heure après la distribution de lait du matin, le midi, quand c'était possible, et le soir, entre 16h et 18h, et à différents âges moyens de la case, pour pouvoir avoir une diversité des âges observés. Dans les études comportementales, il y a 2 possibilités pour sélectionner les comportements à observer. Ils sont définis en fait selon la question à laquelle on souhaite répondre. On peut observer soit tous les comportements, si on veut une image globale des comportements, soit s'intéresser à des comportements spécifiques dans le cas de questions sur des comportements un peu plus particuliers. Par exemple, l'étude des comportements sociaux dans le cadre d'une étude sur le niveau de compétition au sein d'un groupe. Dans le cadre de Colocavo, on a étudié tous les comportements des veaux dans l'objectif d'avoir vraiment une vision globale des activités des veaux pour les différentes modalités testées. Et donc pour ça, on a utilisé un éthogramme qu'on vous a représenté ici. Donc l'idée, c'est de lister tous les comportements possibles des veaux et de les mettre par catégorie pour pouvoir avoir une analyse d'abord un peu plus générale et ensuite une analyse plus fine par comportement, et de les redéfinir pour pouvoir avoir une définition précise pour faciliter les observations et l'homogénéité entre les différents observateurs. Donc pour finir et pour résumer donc les différentes observations, donc l'idée c'était qu'on ait une répartition des activités des veaux en dehors des périodes de repos. Et donc on a déterminé pour toutes les fermes des périodes d'activité chez les veaux, d'abord en observant de manière qualitative le comportement des veaux à différents moments de la journée. Et on a déterminé que ces périodes, c'était plutôt le matin, le midi et le soir. Donc c'est les périodes qu'on a conservées ensuite sur les fermes pour faire les observations. Et à différents âges d'observation, donc on a 2 jours d'observation par âge moyen sur les fermes des essais Colocavo. Plutôt sur les premières semaines de vie, donc toutes les semaines entre 2 et 5 semaines d'âge moyen des veaux, autour du sevrage pour qualifier les changements de pratique. Donc la semaine de préparation du sevrage, la semaine de l'arrêt du lait et la semaine après avoir arrêté le lait. Et enfin, dans le cas où c'était possible, on a aussi des observations chez des veaux un peu plus âgés, autour de 3 mois. Alors, je vais prendre la suite après Domitille. Donc, bonjour à tous, moi c'est Lucie Loeb, je travaille à la ferme expérimentale des Trinotières. Et donc, dans le projet Colocavo, nous, on a mis en place 2 expérimentations. Donc, une première année en 2024 et puis une seconde année en 2025 qui se termine tranquillement.
Donc là, l'idée, c'était de faire un peu un retour d'expérience de la première année d'essai au Trinotière sur la partie mesures comportementales. Et c'était de vous illustrer en fait ce que Domiti vient de vous expliquer en lien avec l'expérimentation qui s'est déroulée au Trinotière. Donc le protocole d'observation qu'on a mis en place tout au long de l'essai, donc comme le disait Domiti, l'idée c'était que chaque station expérimentale ait un protocole harmonisé. Donc pour rappel, on a observé les animaux sur ce qu'on a appelé nous les périodes d'activité, donc principalement autour des repas. Donc nous, au Trinotière, on a observé le matin et le soir. Ensuite, on a eu des fréquences d'observation qui s'élevaient à 2 fois par semaine, donc le mardi et le jeudi. Et on avait en fait des horaires qui étaient plus ou moins fixes, parce que quand je dis autour des repas, en fait, on englobe le repas, donc il peut y avoir des fois des petits quarts d'heure d'écart en fonction des journées. Et donc on est bien 1 heure avant, 1 heure après le repas lacté ou non, si le veau après est plus âgé et a des aliments solides. Donc nous, on a observé les veaux laitiers de leur naissance à leurs 6 mois, donc 2 fois par semaine, avec toujours cette fréquence d'observation. Et on a utilisé la méthode du scan sampling, où on faisait des arrêts sur image toutes les 2 minutes. Et donc le tableau que vous avez à droite, c'était pour en fait justifier ce pourquoi on avait privilégié les mardis et les jeudis. Donc en fait, avec tous les événements qui se passent sur la ferme des Trinotières, on a privilégié des jours qui étaient plutôt tranquilles, en lien avec nos conduites d'élevage et aussi aux groupes qui peuvent passer sur le site. Donc le lundi, par exemple, nous, on fait tout ce qui est sevrage et mouvement d'animaux, donc on a préféré retirer cette journée-là des observations. Donc on a privilégié le mardi. Le mercredi, on a plutôt pas mal de jeunes en formation, donc pareil, on a enlevé cette journée-là. Et puis ensuite, le week-end, c'est toujours un petit peu plus délicat pour des aspects main-d'œuvre, on y reviendra ensuite. Et puis le dimanche, on a des plans lactés, nous, qui parfois peuvent du coup avoir des buvées modifiées sur cette journée-là. Donc on a voulu aussi s'affranchir de tout ça, et donc c'est pour ça qu'on a choisi le mardi et le jeudi. Alors, ça ne passe pas à la diapo d'après. Voilà. Donc, lors de l'expérimentation, les veaux, ils ont été logés sur plusieurs phases avec différents types de logements. Donc, je vais mettre mon pointeur comme ça, vous pourrez suivre en même temps. Donc, dès la naissance, les veaux étaient logés en pair housing, donc comme la photo que vous avez ci-dessous, donc par case de 2. Et ensuite, dès 6 semaines, ils étaient conduits dans un autre bâtiment, le bâtiment où il y a des cases collectives. Et donc là, en l'occurrence, c'était des cases de 8 veaux, et ce jusqu'à leurs 6 mois. Donc, ces 2 phases d'élevage, je voulais les détailler parce que du coup, on a opté sur plusieurs stratégies d'observation. Donc, on a, dans un premier temps, privilégié une analyse visuelle. Alors, c'est ce que Domiti appelait les analyses plutôt directes, pour gagner en effectif en pair housing. Pourquoi ? Parce que quand vous observez avec une caméra, par exemple, comme ici sur la photo de droite, eh bien, vous observez uniquement que 2 veaux en même temps. Et donc, on a voulu gagner en efficacité, et donc on a fait des observations visuelles où on pouvait facilement prendre du recul en fait sur la nurserie, et donc on pouvait observer jusqu'à 8 veaux en même temps, donc avec 4 cases de pair housing à la suite des unes des autres. Et donc ensuite, il y a eu une autre stratégie, donc plutôt pour la partie case collective, mais vous verrez qu'on l'a aussi utilisé en pair housing a posteriori, donc avec des analyses vidéo, donc des analyses plutôt indirectes, pour gagner en précision et en efficacité et aussi en confort. Donc là, vous avez Émilie, nous, qui s'occupait de l'analyse vidéo. Et donc, on a un peu fait les calculs, mais pour 2 heures de vidéo analysée, en fait, vous observez en 1 heure de temps jusqu'à 16 veaux, parce qu'on avait 2 cases à chaque fois qui étaient filmées en même temps. Donc, on est très loin de 2 heures sur seulement 2 veaux pour une analyse en nurserie. Donc, ça nous permet de gagner beaucoup de temps là-dessus. Alors là, ce qu'on a décidé de vous faire, c'était de vous montrer en fait ce que ça rendait. Enregistrer les veaux, c'est bien, mais il faut pouvoir bien analyser les vidéos. Donc, on vous a fait un screening de 2 vidéos. Donc là, c'est la première vidéo. Donc, une vidéo plutôt en phase de repos. Donc là, on est bien dans le bâtiment, alors qu'on appelle bâtiment tunnel au Trinotière.
Donc, c'est bien des cases de 8 veaux qu'on observe, et donc on observe bien 2 cases en même temps. Donc là, on est sur une analyse continue, vous voyez les veaux se déplacer au fur et à mesure, mais nous, on avait bien une méthode de scan sampling où on faisait des arrêts sur image toutes les 2 minutes. Donc là, rapidement, on voit qu'il y a des veaux qui sont plutôt sur des phases de repos. Domiti en a parlé tout à l'heure. Et puis, on a un veau ici qui a l'air de se gratter, là, plutôt. Donc, on est plutôt en lien avec l'environnement ici. Alors, ça pourrait porter à confusion, on pourrait se dire qu'il mange, mais bon, si on regarde un peu plus près, il n'a pas l'air de manger. Et puis, ici, au niveau des cornadis, on a bien des veaux qui ont un comportement nutritif. Donc voilà, là, on a un veau qui commence à se lever, un veau ici qui est toujours en phase de repos. Donc là, ici, il y a peu de comportement, si je puis dire. On est plutôt sur une phase de repos autour ici de 12h30 pour cette vidéo-là. Hop, et donc on va revenir au diaporama. Super. Et donc, du coup, une fois qu'on a observé cette vidéo, donc, ce qu'on fait, c'est que Domiti vous l'a présenté tout à l'heure dans l'éthogramme, il y a des familles de comportements et qu'on va venir préciser au fur et à mesure. Donc, si je suis dans un premier niveau de précision, je vais noter plutôt ces veaux-là en nutritif, plutôt ces groupes de veaux repos, et puis celui-ci, là, qui était en mouvement avant de venir se gratter au niveau de la barrière. Donc ça, c'est les grandes catégories de nos comportements sur cette phase-là. Et puis ensuite, on vient préciser les comportements. Donc le repos, c'est un repos qui est couché, parce qu'on verra par la suite qu'il peut y avoir des repos d'un veau qui est plutôt debout. Pour ce qui est du nutritif, Domiti en a parlé tout à l'heure, il peut y avoir du nutritif en lien avec de l'herbe pâturée, en lien avec du fourrage, en lien avec de l'aliment solide. Voilà, on est plutôt sur du nutritif concentré, parce qu'on sait ici à la barre de Cornadi que c'est du concentré qui est à disposition des veaux. Et ensuite, par rapport au mouvement, un veau, il peut être en mouvement juste pour se déplacer, mais il peut aussi être en mouvement pour jouer, etc. Donc là, on est bien sur un mouvement de déplacement dans la case. Et donc ensuite, nous, il a fallu qu'on puisse trouver une nomenclature pour coder tout ça et que ce soit le plus simple possible. Donc en fait, en face de l'éthogramme et en face de chaque précision de comportement, on a mis ce qu'on appelle des codes. Et donc là, par exemple, si on prend cette première case à gauche, en fait, on a un veau qui mange du concentré, donc pour MC, et 5 veaux qui sont au repos et couchés. Donc couché, on le mentionne grâce à la lettre C qui est indiquée en minuscule à côté du code comportement. Et donc, ce qui est important de souligner, c'est qu'à chaque scan sampling, donc à chaque arrêt sur image, il faut qu'on s'assure qu'on ait le bon nombre de veaux qu'il y a dans la case. Et donc, pareil, si je reprends la case de droite, donc là, il y a un petit peu plus de comportement. Donc, il y a bien 2 veaux qui mangent du concentré. On a 3 veaux qui sont au repos couché et puis un veau qui se déplace. Donc ça, c'était pour la première vidéo avec des comportements plutôt calmes, on va dire. Et donc, on a une seconde vidéo avec des comportements qui sont un peu plus divers et puis un petit peu différents. Voilà, donc là, on n'est plus du tout à 12h30, on est à 8h15, 8h16 très exactement, et pour vous illustrer un peu le contexte, la buvée vient d'être terminée et les veaux viennent d'être relâchés. Donc, pour info, cette case-là a été débloquée des cornadis un peu plus tôt que celle de gauche. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on a très rapidement des veaux qui viennent au niveau du fourrage après leur buvée, continuer leur repas avec un aliment plus fibreux. Voilà, on a un veau qui a l'air d'observer ce qui se passe dans la case d'à côté. Et puis, la case d'à côté, elle a été décrochée un peu moins tôt. Et donc, on a des interactions entre les veaux. Donc ici, on a un veau qui se gratte, là, qui est plutôt en grooming, le toilettage qu'on appelle. Et puis là, alors on le discerne, c'est pas forcément évident, mais on a un amas de veaux là qui est en tété croisé. Donc on a celui-ci là, par exemple, qui a une jolie tétée croisée sur le veau qui est un petit peu plus noir, et puis même celui-ci aussi qui tente de le téter. Donc voilà, donc on est sur beaucoup plus des comportements négatifs, si on veut les caractériser dans les familles de Domiti a appelé tout à l'heure. Et donc, si je fais le même exercice, du coup, avec ce scan sampling, donc comportement de tété croisé ici, des interactions sociales entre ces 2 veaux, un veau qui observe la case voisine, du toilettage ici, on le voit très bien, c'est bien un toilettage seul qui se passe ici, et puis des comportements nutritifs, alors qui ne sont pas cette fois-ci au niveau des cornadis avec le concentré,
mais qui sont plutôt avec les fourrages. Donc ici, vous avez le détail de chaque comportement qu'on vient détailler. Donc pour la tétée croisée, on est bien sur une tétée croisée mamelle, parce qu'on a différents types de tétées croisées. Les veaux, ils peuvent avoir de la tétée croisée aussi museau contre museau ou avec le grasset, par exemple. On a des interactions sociales entre les veaux, du toilettage qui est seul, j'en ai parlé avant, et puis un repos ici, repos debout. Donc le veau, il est debout, il semble pas faire de comportement précis, mais il est actif ici. Et puis le veau qui observe pour finir. Et donc, si on veut résumer en codage, donc on a 4 veaux ici qui sont en tétée croisée. Donc, les tétées croisées, on les a appelées les TX. Et donc là, on a précisé avec un M la tétée croisée de mamelle. Et ici aussi, on a 2 veaux en interaction sociale. Donc, on a au total bien 6 comportements. Et donc, pareil, ici, on a un veau qui observe, un veau au repos debout. Donc ici, vous voyez, il n'y a pas le petit c parce qu'on est bien sur du repos debout. Ce n'est pas un comportement qui est exprimé couché. On a 3 veaux qui mangent du fourrage et puis un veau en grooming, en toilettage. Et donc 6 comportements également sur cette deuxième case. Donc au total, si on doit refaire le bilan des mesures de cette première année d'essai, on a effectué 11 860 scans, donc 11 860 arrêts sur image de toutes les vidéos et de toutes les analyses visuelles qu'on a pu faire. Donc au total, il y a quand même près de 50 000 comportements qui ont été saisis. Et donc, au total, il y a 52 veaux qui ont été suivis pour cette première année d'essai. Et donc ici, je voulais mettre un peu en évidence finalement la stratégie de la vidéo qui est plus efficace, puisqu'en fait, on a enregistré 152 vidéos de 2 heures de temps, donc ce qui représente 304 heures d'analysé au total sur la vie des veaux. Et en fait, ça nous a pris 152 heures d'analyse, donc 2 fois moins là-dessus. Et ensuite, pour les observations qu'on a qualifiées d'observations visuelles, on a fait 28 sessions d'observation, donc de 2 heures à chaque fois. Donc ça fait 56 heures analysées, donc on couvre un petit peu moins. Et en fait, on passe aussi 56 heures à l'analyse, puisque c'est en visuel et c'est en direct. Tout en sachant que pour cette stratégie-là, il y a aussi la saisie des comportements a posteriori sur un tableur Excel qu'il faut prendre en considération en termes de temps de travail. Et donc les enseignements de cette première année d'essai, alors à chaque fois, je parle bien uniquement des mesures comportementales, hein, c'est de bien établir un éthogramme précis avant les essais. S'il y a plusieurs fermes expérimentales concernées, il faut que chacun ait le même éthogramme pour éviter forcément les disparités. Et puis bien le tester en amont. Alors l'idée, c'est de privilégier un seul observateur, c'est le point du dessous, mais c'est de pouvoir le tester aussi, savoir si il est simple à utiliser, si les codes sont appropriés, et si jamais il y a des comportements qu'on n'observe jamais, est-ce qu'on peut les supprimer d'entrée. Et ensuite, on prône plutôt une analyse comportementale via la vidéo, qui nous semble, nous, aujourd'hui, beaucoup plus efficace, tout en sachant qu'il ne faut pas négliger la gestion des vidéos. J'ai mis 4 points ici, mais l'extraction notamment, parce qu'aujourd'hui, on arrive à stocker les vidéos, mais il faut pouvoir les extraire au fur et à mesure pour être sûr de ne rien louper. Le stockage a posteriori, une fois que les enregistrements sont faits, parce que c'est des vidéos qui sont souvent très lourdes à stocker, si on veut qu'elles soient qualitatives. Le rangement de ces dernières, parce que forcément, beaucoup de vidéos, et puis il faut aussi s'assurer qu'on puisse identifier quelle modalité chaque caméra enregistrait. Et puis le tri, parce qu'on a eu quand même des soucis de luminosité notamment, où on a des caméras aujourd'hui qui sont infrarouges, donc qui sont potentiellement amenées à observer de nuit. Mais bon, il y a toujours des problèmes de luminosité, donc il faut aussi au fur et à mesure quand même s'assurer de la bonne prise de la vidéo et de sa qualité pour faciliter l'analyse derrière. Voilà pour cette phase-là. Je crois qu'on va passer à une phase de questions. Oui, merci Lucie et Domiti. N'hésitez pas à poser vos questions. Je crois que Valérie a dû les lire et les activer sur le chat.
Alors, je ne sais pas qui peut nous répondre à la première question qui est posée quant à la possibilité d'utiliser des outils d'intelligence artificielle pour analyser les vidéos, gagner en efficacité évidemment. Lucile ou Domitil, est-ce que vous avez connaissance et peut-être Vanessa également, d'outils qui seraient actuellement testés ou utilisés pour gagner du temps sur l'analyse vidéo? Je peux donner déjà des premiers éléments de réponse. C'est que oui, alors ce serait vraiment intéressant de réussir à travailler avec des outils IA pour ça. La difficulté, il me semble en tout cas la dernière fois que j'en avais échangé, c'est que Domitil a vraiment des problèmes avec son ordinateur aujourd'hui. Peut-être, je sais pas, Lucile ou Vanessa, le temps que Domitil revienne? Oui, bonjour, je suis Vanessa Lolivier. Donc effectivement, merci pour cette question. Alors oui, vous l'avez vu, Lucie vous a présenté en fait l'aspect un peu chronophage de toutes ces analyses et puis lié aussi à l'observateur, on le sait. Donc il y a un certain nombre d'outils qui utilisent effectivement l'intelligence artificielle pour essayer en fait de traiter les données et un plus gros volume de données plus rapidement que l'œil et la main humaine. Donc, vous verrez dans une deuxième partie, sur la partie qui a été réalisée sur l'IEPL, INRAE et Jussaume, effectivement, on a commencé à travailler des choses avec nos collègues du département de statistique et informatique de l'Institut Agro. Et donc, on a en fait des algorithmes de type YOLO en fait, qui peuvent nous aider. Mais effectivement, ça demande en fait un certain nombre de paramétrages. Ça demande aussi pour apprendre à l'algorithme des vidéos dans différents contextes. On doit aussi faire du codage pour vérifier en fait ce que l'homme fait par rapport à ce que fait la machine. Donc, nous, on y croit en fait, mais on est dans une phase de développement et pour l'instant, les premiers résultats nous montrent que sur par exemple, debout couché, dont parlait Lucile, en fait, un certain nombre de postures, mais on y arrive aussi un peu sur l'auto-toilettage. On commence à avoir des résultats, donc on continue en fait à travailler sur ces outils. Je ne vois pas d'autres questions pour l'instant. Alors, ça y est, ça arrive. Si ça veut bien. Alors, sur l'ensemble des comportements observés pendant l'essai, quelle est la répartition entre les comportements positifs et négatifs? Alors, Domitil n'est pas revenu, mais Lucile, peut-être pour les trinotières? Ouais, je peux commencer à amener des éléments de réponse. Alors, en tout cas, pour la partie trinotière, nous, c'est une très bonne chose, mais il y a quand même très peu de comportements négatifs aujourd'hui qui sont relevés. Alors, attention, on observe bien les veaux sur des temps précis et en lien avec les pics d'activité des veaux. Donc, on n'arrive pas à couvrir les 24 heures de la journée. Donc, il y a aussi des choses sûrement qui nous échappent. Mais globalement, nous, au trinotière, alors on en avait un petit peu plus en pair housing qu'en case collective, mais on est à moins de 10% des comportements qui sont considérés comme négatifs. Alors, je pense qu'il y a une autre question qui va concerner, qui ne devrait pas tarder à s'afficher, qui va concerner la méthodologie. Si elle veut bien arriver. Bon, on a des petits soucis avec l'informatique en ce moment. Voilà, ça arrive. Est-ce qu'il n'y a pas un biais dans le comportement lorsque l'on fait, en fait, le fait qu'il y ait un observateur qui fasse les observations? Par rapport à la vidéo ou effectivement Alors, à la caméra.
On a été très vigilants à ça, justement, parce que oui, forcément, quand vous arrivez dans le bâtiment ou que vous êtes devant les veaux, leur comportement change un peu, même si en fait, ils changent au moment où vous vous installez, mais très rapidement, les veaux, ils ont compris que vous n'allez pas forcément avoir une action nutritive envers eux ou des soins spécifiques. Donc rapidement, en fait, ils commencent à vous ignorer. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'au Trinotière, pour le coup, comme je vous disais, on a essayé beaucoup de prendre de recul par rapport aux cases. Et en fait, alors pour vraiment vous expliquer toutes les coulisses, on s'est même mis dans un tracteur pour pouvoir déjà être à l'abri pour le confort de l'observateur, mais aussi pour arriver à prendre de la hauteur et observer les 8 cases en même temps en pair housing. Donc en fait, dans un engin qui n'est pas en fonctionnement, les veaux, ils font pas très attention à vous. Et puis on le voyait dans la présentation de Domiti avec les observations qui ont été faites à Trévarez ou la Blanche Maison, je ne sais plus, en plein air. Pareil, voilà, on essaye de se positionner sur, toujours en prenant de la hauteur, hein, sur des bottes de forage ou sur un cornadi, mais voilà, en s'éloignant au maximum des veaux pour que leur comportement ne soit pas biaisé par l'observation. Alors, question suivante, pourquoi ne pas comparer ces données au comportement naturel des veaux sous la mer? Alors, donc là, on change un petit peu de sujet. Je peux répondre si Vas-y, Domiti. je suis désolée. Alors, une des raisons, c'est notamment que déjà l'idée du projet, c'est quand même de tester des solutions techniques mises en place en élevage, et donc on s'est basé sur ce qui se faisait déjà sur les fermes qu'on avait. Donc c'est plutôt de comparer une modalité à une autre modalité sur une même ferme. Et ensuite, la deuxième réponse que je peux apporter, c'est que en tout cas dans la littérature, les essais de comportement naturel des veaux sous la mer, c'est rarement des observations sur des périodes comme ce que nous on a choisi d'observer. Et donc en fait, pour que ce soit comparable, il faudrait qu'on ait le même protocole mis en place avec des veaux sous la mer et dans nos fermes. Et ça, pour le coup, on n'a pas trouvé. Et puis, il faut rappeler que l'objectif de ce projet, c'est pas de comparer une conduite particulière du type veau sous la mer à la naissance, puis veau qui reste sous la mer un certain temps, avec d'une part une pratique de séparation plus précoce du veau et d'autre part après différents types de logements. On est vraiment sur du travail sur de l'élevage de veaux en collectif, comme on a pu le voir dans les vidéos qui ont été présentées, et on travaille sur des solutions pratiques ou des comparaisons de solutions pratiques ou de techniques ou de modalités d'enrichissement ou de distribution du lait dans le cadre de veaux qui sont élevés en collectif. Voilà. Donc c'est pas exactement l'objectif c'est pas l'objectif du projet que de comparer les veaux sous la mer à une conduite avec une séparation du veau à un âge plus ou moins précoce. Alors la question suivante, est-ce qu'il existe un guide pour bien comprendre les comportements des veaux? Je ne sais pas si vous voulez répondre l'une ou l'autre, ou Domiti, elle a redisparu, ou peut-être on peut fournir des références après le webinaire par rapport à ça. Ouais, je sais pas si Domiti est toujours connectée. C'est à mon avis elle qui pourra répondre au mieux à cette question. Mais c'est vrai que dans le cadre du projet, je pense que les diapos finalement qu'elle a présentées, ça faisait aussi partie des posters qu'on avait présentés aux portes ouvertes au Trinotière. Donc je pense que ça pourrait être disponible éventuellement après le projet. Je sais pas, Domiti, si tu nous entends? Oui, si, je suis là. En fait, je coupe mon micro, donc je disparais. Mais oui, je pense que on peut envoyer des références après. Alors, un guide à proprement parler, j'ai pas connaissance. Enfin, un guide à proprement parler sur le comportement des veaux, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est sûr que dans le cadre du projet, on aura des données et en fait des références là-dessus sur le comportement des veaux. Très bien. Je vous propose peut-être qu'on passe à la présentation suivante. Et il y aura une nouvelle phase de questions après la présentation de Florine. Alors bonjour à toutes et à tous, on m'entend bien?
Je te confirme qu'on t'entend bien. Parfait, merci. Donc, moi, je suis Florine Crépel, je suis en première année de thèse au sein de l'UMR Pégase et donc située juste à côté de Rennes. Je vais juste couper ma caméra pour être sûre que le son passe bien tout au long de ma présentation. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les résultats de la station IEPL de Méjussaume sur la question des effets du mode de distribution du lait sur la croissance, la santé et le comportement des veaux laitiers. Hop. Donc, la problématique était, dans le cadre d'un logement collectif, quels sont les effets d'un mode d'alimentation lactée individuel, donc avec le sautétine qu'on retrouve ici en bas à droite, versus collectif avec le milk bar. Donc c'est une grande cuve équipée de nombreuses tétines où les veaux viennent tous téter en même temps. La première hypothèse avançait que les veaux laitiers nourris collectivement, donc avec le milk bar, présenteraient une croissance similaire à ceux nourris individuellement, donc avec notre sautétine, mais avec une variabilité de poids intragroupe plus marquée liée à la compétition au moment de la buvée. Et la deuxième hypothèse postulait que l'alimentation collective stimulerait les comportements sociaux tels que le jeu ou les toilettages, traduisant un bon état émotionnel. Pour aborder d'abord la partie de matériel et méthodes, donc l'expérimentation elle a pris place au sein de l'IEPL de Méjussaume, située au Reux. Elle a porté sur 54 velles de la race Primolstein qui sont nées entre le 1er septembre et le 6 octobre 2024. Et il était important de préciser que la nurserie où évoluaient les velles avait subi un vide sanitaire depuis avril 2024. Donc, après la naissance, les velles, elles passaient rapidement en logement collectif. Chaque case était remplie par 9 velles. Donc, parmi les 6 cases de la nurserie, il y avait 4 cases, donc 36 animaux qui étaient placés en alimentation collective avec le milk bar et 2 cases, donc 18 velles qui étaient nourries aux sautétines individuelles. Concernant la quantité de lait distribuée par jour au cours des 2 buvées, donc entre 1 et 5 semaines d'âge, les animaux recevaient progressivement jusqu'à 8 litres de lait, puis cette quantité diminuait progressivement jusqu'à plus du tout de lait à l'âge de 10 semaines, puisqu'il y avait un sevrage à 70 jours. Et à côté, les animaux avaient également à disposition des concentrés qui étaient à volonté avec un objectif de 3 kg par jour à 9 semaines, mais elles avaient également de la paille, de l'eau et des minéraux. Ici, j'ai représenté le plan de la nurserie. Donc, on retrouve nos 6 cases. On a bien 2 cases qui sont nourries au seau individuel et 4 cases nourries collectivement au milk bar. On observe ici des caméras qui étaient placées au-dessus de chaque case, notamment pour les observations comportementales. Et on retrouve également ici en jaune le N, c'est les niches individuelles, donc qui permettaient d'isoler les animaux en cas de besoin, mais également d'enrichir leur environnement. Ici, on voit plutôt un autre aperçu de la nurserie avec des photos. Donc, on peut voir ici que le bâtiment il est relativement haut, comme on peut le voir, et il est équipé d'un brise-vent. Et pour ce qui est de l'organisation intérieure, donc on peut observer ici la nurserie vue par les auges, donc par devant, et ici vue du dessus. Donc, on observe la première case. Pour ce qui est des données recueillies, donc concernant le suivi du vélage, les vaches, elles étaient placées sur air paillé où il y avait un enregistrement caméra 24 heures sur 24 qui permettait d'obtenir l'heure exacte de vélage, mais également suivre en cas de problème. Concernant les velles, donc pour le suivi de la croissance, les velles, elles étaient pesées toutes les semaines jusqu'à 70 jours, donc l'âge de sevrage. Puis après, elles étaient pesées tous les 15 jours. Concernant le suivi sanitaire, donc les animaliers complétaient un carnet dans lequel ils indiquaient tous les traitements ou interventions vétérinaires reçus par les animaux. Il y avait également un suivi concernant les conditions d'ambiance et environnementales. Donc, on pouvait notamment avoir accès au taux d'humidité, à la température, mais on notait également les conditions climatiques ou encore les travaux sur l'exploitation qui auraient pu impacter ou modifier le comportement ou la croissance des animaux. Et concernant l'enregistrement comportemental, donc comme on a pu voir sur le plan de la nurserie, il y avait des caméras qui filmaient chaque case. Donc les caméras tournaient de 5 heures du matin à 21 heures le soir. Et comme l'a précisé Domiti plus tôt, donc on a fait le choix d'observer 3 périodes par jour, autour de la buvée du matin, autour de la buvée du soir et également entre 11h et midi.
Nous, dans le cas de Méjusom, on s'est concentré, donc il y avait 10 semaines qui étaient enregistrées et nous, on a analysé 5 semaines. Donc, on peut voir ici sur la frise la semaine 1 et 2, puisque c'était les premiers moments de vie en collectif, donc c'était important de pouvoir observer ces semaines. On a observé également la semaine 4, qui était une semaine de suivi de croissance, et les semaines 9 et 10, puisqu'à partir de la semaine 9, les velles n'avaient plus de lait le soir, et à la semaine 10, elles n'avaient plus du tout de lait puisqu'elles étaient sevrées. Donc, on voulait un petit peu voir leur changement de comportement. À l'échelle de chaque semaine, on a observé 2 jours. Donc, c'est un petit peu comme expliquait Lucille. Nous, on a choisi le jeudi puisque c'était le jour où la ferme avait visiblement le moins d'activité. Donc, c'était un jour assez calme. Et également le dimanche, puisque là, c'est officiellement le jour le plus calme de la ferme. Donc, vous voulez observer entre un jour dans la semaine et un jour le week-end. Pour ce qui est de l'analyse des données, donc pour tout ce qui était les pesées, elles étaient entrées dans un logiciel INRAE qui fournissait ensuite une base de données qui était prête à l'emploi. On a utilisé le tableur Excel notamment pour faire des calculs de poids H-type à 3 périodes clés, à 2 jours, à 70 jours au sevrage et donc à 180 jours. Pour l'analyse statistique, on s'est appuyé sur R notamment pour mettre en place un modèle mixte linéaire avec des effets fixes et un effet aléatoire. Donc, dans les effets fixes, on avait notamment l'âge des velles et les lots correspondant aux modalités expérimentales, c'est-à-dire milk bar ou sautétine. Et concernant l'effet aléatoire, c'était l'identifiant individuel de l'animal. Et pour les analyses comportementales, donc nous, on a utilisé le logiciel Boris. Donc ici, j'ai juste mis un aperçu du logiciel tel qu'il apparaissait sur mon écran lors des analyses. Donc, on peut voir une case avec notamment ici les sautétines. Donc, c'était la case 1. J'ai juste aussi précisé, mais Lucille l'a déjà fait un petit peu, qu'ici, quand on avait veau 1, veau 2, veau 3, c'était pas un veau individuel sur cette image, mais c'était bien tous les comportements qui étaient observés. Donc, toutes les 2 minutes, nous, on devait avoir 9 comportements cités. Pour maintenant aborder la partie des résultats, donc ici je présente les informations concernant le poids des animaux. Donc on peut voir sur ce graphique l'évolution du poids selon le mode d'alimentation. Donc on a ici en rouge le milk bar et en bleu le sautétine individuel. On retrouve en ordonnée le poids en kilos et en abscisse on a les différentes périodes clés, donc à 2 jours, 70 jours et 180 jours. Ce qu'on peut voir, c'est que les poids sont similaires à 2 jours et qu'ensuite, à 70 et 180 jours, on observe que les velles nourries au milk bar sont légèrement plus lourdes que celles nourries au seau. Par ailleurs, on observe bien un effet de l'âge, ce qui est attendu puisque les poids augmentent avec l'âge. Pour autant, il n'y a pas de différence significative quant au mode de distribution du lait. En même temps, les vélages, ils étaient relativement groupés, d'où l'écart d'âge qu'on peut voir ici qui était de 5 jours environ dans chaque case. Concernant la consommation de lait, donc ici ce graphique présente la quantité de lait distribuée par case chaque semaine. Donc on retrouve nos 9 semaines de distribution et ici on a ordonné la quantité de lait en litres. Les différentes bulles de couleur représentent les différentes cases. J'ai rappelé que la case 1 et 4 concernaient les veaux nourris au seau individuel, tandis que les cases 2, 3, 5 et 6 concernaient les velles nourries collectivement au milk bar. Et en rouge, ici, on peut voir le plan théorique lacté qui avait été préparé en amont de l'expérimentation. Ce qu'on peut voir ici, c'est que le plan lacté, il a été suivi et que toutes les cases, elles ont reçu approximativement la même quantité de lait. Et maintenant, pour aborder la partie des résultats concernant le comportement. Donc ici, ces diagrammes circulaires, ils présentent l'occurrence moyenne, c'est-à-dire le nombre de fois où le comportement a été observé sur une période donnée pour les 5 semaines d'analyse en fonction du mode de distribution du lait. Sur la première ligne, on retrouve ici les velles qui étaient nourries au sautétine individuel et sur la ligne de bas, les velles nourries collectivement au milk bar. Enfin, on a organisé toutes ces analyses en fonction des moments observés dans la journée. Donc, on avait le matin, le midi et autour de la buvée du soir. Ce qu'on peut voir ici, c'est que pour les comportements observés au moment des buvées, donc le matin et le soir, on retrouve 3 comportements majoritaires pour les 2 modes de distribution du lait. On retrouve en premier le repos, qui est ici représenté en gris. Ensuite vient le nutritif en vert, à savoir que comme l'a présenté Domiti, le nutritif, il correspond à la consommation de lait, de paille et de concentré. D'où sa présence ici en majoritaire, puisque nos observations, elles avaient lieu autour des buvées.
Et enfin, le troisième comportement, on le retrouve en bleu et c'est les interactions avec l'environnement. Donc nous, quand la velle, elle était en contact avec les cornadis, avec les barrières et également avec la niche individuelle. Pour ce qui est du temps du midi, on remarque une part importante, donc supérieure à 75% de repos. Et ce qu'on peut également conclure, c'est que ici, les comportements, ils sont similaires entre les velles qui sont nourries aux sautétines individuelles versus les velles nourries au milk bar. Concernant maintenant les interactions sociales, ici, les comportements de toilettage social et de jeu social ont été regroupés. On retrouve en haut, en orange, les cases où les velles étaient nourries aux sautétines individuelles et ensuite en bleu, les velles qui étaient nourries collectivement au milk bar. Tout en bas, on peut voir les différentes semaines analysées pour les 3 périodes clés de la journée. On remarque que les valeurs, elles varient entre 0 et 6%. Et on observe également une variabilité temporelle, c'est-à-dire que le comportement, il est plus exprimé dans les premières semaines, ici, semaine 1 et semaine 2 notamment, que dans les dernières semaines 9 et 10. Il en manquait un. J'ai pas fait passer le diaporama. Non, c'est bon. Oui. Donc là, maintenant, ici, j'ai présenté les comportements de tétés croisés, car ils représentent un gros point de vigilance quant au fait de placer les veaux en logement collectif. Ici, le comportement, il est assez peu présent, puisque les occurrences, elles sont de l'ordre de 0 à 1%, comme le montre ce graphique. Et par ailleurs, ce comportement, il est revenu 117 fois au cours des 68 186 comportements observés. Donc, on peut considérer qu'il y a eu très peu de tétés croisés dans le cadre de nos expérimentations ici à Méjussom. Pour maintenant aborder la partie de discussion, donc la problématique était dans le cadre d'un logement collectif, quels sont les effets du mode de distribution de l'alimentation lactée sur la croissance, la santé et le comportement des veaux laitiers. Donc la première hypothèse, on l'a vu, elle postulait que les veaux laitiers nourris collectivement présenteraient une croissance similaire à ceux nourris individuellement, mais avec une variabilité de poids intragroupe plus marquée liée à la compétition au moment de la buvée. Ce qu'on a pu voir, c'est que les veaux nourris collectivement, ils présentent une croissance équivalente à ceux nourris individuellement. Donc, on peut valider cette première partie de l'hypothèse. Par contre, il n'y a pas vraiment de variabilité dans nos groupes, mais on peut lier cela au faible écart d'âge entre nos animaux dans les cases ou encore par rapport au fait que la ration complète était mise à disposition à côté. Donc, on avait aussi des concentrés et de la paille proposés aux animaux. Donc, peut-être que s'il y avait un plus grand écart d'âge, il y aurait de la variabilité, notamment en milk bar avec la compétition au moment de la buvée. Mais ici, ce n'est pas ce qu'on a pu voir. Et concernant la deuxième hypothèse qui avançait que l'alimentation collective stimulerait les comportements sociaux tels que le jeu social ou le toilettage, traduisent un bon état émotionnel. Ce qu'on a pu voir, c'est que les interactions sociales, elles représentent le 4e comportement après le repos, le nutritif et l'environnement. On a également vu qu'il y avait une variabilité temporelle entre les semaines. Et à partir de ces résultats, il est difficile de conclure sur le mode de distribution de l'alimentation lactée qui amènerait à plus ou moins de comportements sociaux. Donc finalement, pour conclure, donc dans le cadre d'un logement collectif et dans le cadre de cette expérimentation à Méjussom, il n'y a pas eu de différence dans la croissance entre les différents modes d'alimentation lactée. Et les animaux, ils avaient tous un poids H-type à 6 mois de 200 kg qui était atteint, ce qui était un objectif. Concernant les animaux nourris au milk bar, donc il n'y a pas eu de différence de croissance et ça représentait également un gain de temps de travail d'après les animaliers. Il n'y a pas eu de problème sanitaire lié au logement collectif dans ces conditions expérimentales à Méjussom. Et on n'a pas eu de comportement dit négatif comme des combats et peu de tétés croisés comme l'a présenté le graphique. Donc, dans le cadre d'un logement collectif, étant donné l'absence d'effets négatifs et le gain de temps, l'utilisation du milk bar est une possibilité envisageable. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis à disposition pour répondre aux questions. Merci Florine. Juste avant de passer aux questions pour Florine, on voulait vous rappeler où trouver de l'information sur le projet.
Donc, nous souhaitons vous proposer d'autres webinaires pour discuter de l'avancement du projet, et notamment les autres résultats qui auraient pu être produits lors de cette première année dans les autres fermes, mais aussi des retours sur les enquêtes menées dans les élevages, notamment sur l'acceptabilité en termes de motivation et de frein par rapport au logement collectif. Et bien entendu, il y a en cours une deuxième session d'essai, et donc nous souhaiterons dans plusieurs enfin au cours de cette année, vous présenter aussi les résultats. Donc je vous rappelle ici le site du projet, accessible via le site IDEL, et si vous voulez vous tenir informé des actualités du projet, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter qui s'appelle Colloque Info, pour savoir ce qui se passe dans le projet, et puis les différents articles qu'on aura postés sur le site. Donc maintenant, on va passer à la phase de questions pour Florine notamment, et d'autres questions que vous n'aurez pas pu poser pour les premiers exposés. Alors, avez-vous observé un impact sur la santé des veaux? Donc, nous, non, pas à Méjusaume, pas dans le cadre de cette expérimentation. C'est tout ce que je peux répondre pour l'instant. Pas à Méjusaume, en tout cas. On n'a pas eu de problème de santé. À quel niveau? Également en termes de remplissage, puisqu'on remplissait juste en une seule fois la cuve. C'est tout ce qu'on a pu nous dire pour l'instant. Voilà, tu vas avoir une question complémentaire par rapport au nettoyage, Florine? J'essaie de réactiver le micro. Le nettoyage, je ne crois pas qu'il était quotidien. Mais encore une fois, j'ai pris l'essai une fois que j'étais arrivée en thèse après, donc je me suis pas encore posé toutes les questions et j'ai pas pu autour des animaliers. Alors, je pense que la question suivante sera sur les tétines, le temps qu'elle apparaisse. Voilà. Avez-vous des éléments comparatifs sur les tétines pour les soins individuels et les micbars? En termes de dureté, et donc l'impact potentiel sur le temps mis par les veaux pour boire, la quantité de lait distribué, et donc le temps effectif passé par chacun à téter. Avez-vous des éléments par rapport au type de tétine utilisé pour le seau et le milk-bar? Florine et Vanessa. Vanessa, tu prends la parole? Oui, je vais reprendre la parole. Donc, effectivement, c'est une bonne question. On s'est questionné avant le début de l'essai sur le choix des tétines. Et finalement, en accord avec les animaliers qui gèrent en fait l'élevage de nos jeunes animaux, ils ont plutôt opté pour des tétines relativement dures. Donc, vous mettez ça en lien effectivement avec aussi plus ou moins facile à téter pour pouvoir en fait passer du temps à téter. Et on sait que ça, c'est important aussi qu'il y ait un certain temps passé à téter. Donc, en fait, on avait, voilà ce que je pourrais dire, plutôt des tétines un peu dures pour le milk bar. Savoir si c'était exactement les mêmes qui ont été testés et mis en place sur le seau tétine et le milk bar, je ne suis pas sûre.
Mais c'est quelque chose que je peux complètement vérifier. Et comme le disait Valérie, on peut apporter aussi des éléments de réponse si vous le souhaitez. On pourra apporter plus de précision. Pourquoi les effectifs des... 22 cases de l'une et une modalité et 4 cases pour l'autre modalité? En fait, c'était l'organisation du bâtiment qui permettait cette répartition, parce que pour faciliter le passage des animaliers et la distribution au seau, il y avait les barrières qui étaient positionnées sur les 2 cases à l'extérieur, et pour le reste, c'était vraiment plus facile d'avoir simplement juste le milk bar accroché au cornadi. Donc c'était juste par organisation spatiale. Traitement des données, le fait qu'il y ait 4 cases d'un côté et 2 cases de l'autre, c'est quelque chose qui peut être géré au niveau du traitement statistique. Oui, on prend en compte effectivement l'effectif qu'on a dans les animaux. Alors l'idéal, c'est toujours d'avoir des lots équilibrés, hein, on le sait, mais comme le dit Florine, effectivement, sur 2 cases, on pouvait positionner très facilement des sautétines, et c'était plus délicat pour les autres cases, donc voilà pourquoi on a fait ce choix. Une dernière question qui concerne directement les présentations que l'on vous a faites aujourd'hui. Pour l'instant, il n'y en a plus. Alors, peut-être avant de conclure, est-ce qu'il y a une dernière question brûlante? Alors, ça va arriver. Est-ce qu'il y a des différences au niveau de la facilité d'apprentissage entre tétines au seau individuelles et les tétines du milk bar? Tu veux que je donne des éléments, Florine? Oui, tu peux. Ok, donc finalement, alors ça, oui, les animaliers, ils n'ont pas trouvé que les animaux avaient plus de mal à aller téter, et même, alors compte tenu de nos conditions, comme Florine le disait, des vélages extrêmement groupés, et donc en fait des naissances relativement rapprochées, et donc des remplissages de cases, donc ce qui fait qu'avec des animaux en fait qui sont à un âge très similaire, et donc on bénéficie, entre guillemets, de peu de compétition entre les animaux et plutôt d'effets, on pourrait dire, de facilitation sociale et de fait d'apprendre et aller au milk bar avec les autres. Alors, de la même façon, hein, sur le saut-tétine, mais finalement, pas plus difficile d'aller à son saut-tétine ou aller au milk bar, et compte tenu de nos conditions expérimentales, peu de compétition remarquée au niveau du milk bar. Voilà pourquoi, dans la conclusion de Florine, on disait finalement, là, dans nos conditions, si on tient compte aussi sur le gain de temps et les aspects travail, a priori, c'est quelque chose qui peut être intéressant dans nos conditions. Alors, question suivante qui va arriver. Pourquoi pas un dalle? Allez, Florine, je te laisse. Ça, vous allez voir, c'est une belle ouverture. Florine, je te laisse le plaisir. Dans le cadre de ma thèse, c'est justement le projet qui va être réalisé là cet hiver à partir de septembre 2026. Donc à l'IEPL, l'installation est en cours du DAL. Donc pourquoi pas l'envisager? Ben, c'est envisagé et ça va être mené cet hiver. On voulait vraiment pouvoir voir le comportement des veaux totalement individuels et observer un petit peu leur fréquence et le nombre de fois où ils ont envie d'aller boire et un petit peu leur préférence au moment de la journée, donc de les laisser complètement libres quant au moment de la buvée du lait. Donc, résultat l'année prochaine. Et c'est ça. Merci Céline. Alors, y a-t-il une ultime question brûlante? Alors, Marc-Antoine, on continue sur le sujet de Florine et Vanessa. Alors, la question, c'était est-ce que des tétines supplémentaires étaient disponibles sur les milk bars? Donc oui, parce que nous, nos milk bars, ils permettaient de faire boire 12 velles en même temps et on n'en avait que 9 dans les cases.
Donc oui, on avait des tétines supplémentaires. Ce qui limitait encore un petit peu plus peut-être la compétition, puisque même quand les animaux commençaient à grossir, ils pouvaient encore tous s'accrocher et se décaler au fur et à mesure de la buvée. On va considérer qu'on a répondu aux questions les plus brûlantes, hein. Merci, Vanessa et Florine, pour cette présentation. Je repasse, l'antenne à Annabelle, hein, qui va vous proposer, de clôturer, ce webinaire avec, une petite enquête de satisfaction et puis on vous rappelle qu'on essaie de vous tenir au courant au fur et à mesure du projet de ses avancées donc vous recevrez des informations quant, aux prochaines présentations.